Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Mesdames et messieurs, il est 17h01 et nous sommes heureux de recevoir ce jour notre très cher ami de longue date, c'est Mohamed Harakat, professeur Ahlan wa sahlan bik en France parce que vous êtes à Paris. Merci beaucoup, mon cher ami, c'est Abdelatif Sadiqi. Ahlan wa sahlan. Donc, après un passage réussi à la télévision française avant-hier, nous sommes heureux de recevoir ce jour notre professeur, c'est Mohamed Harakat, et le thème à développer avec lui dans une chronique d'actualité, une chronique où le MRE doit avoir sa place dans tout. Quel rôle peut jouer la diplomatie parallèle dans la gouvernance? Il faut rappeler que le professeur Harakat, c'est un ancien magistrat et conseiller à la Cour des comptes. Ses fonctions antérieures, professeur d'économie et gouvernance à l'Université Mohammed V Rabat, Maroc. Les fonctions actuelles, directeur du Master Stratégie et Gouvernance de l'Afrique, directeur du Gouvernance et Diplomatie économique en Afrique, directeur de l'UFR DESA, doctorat stratégie gouvernance, responsable du DU, juridiction financière, audit et évaluation des politiques publiques, responsable des projets de gouvernance de l'Afrique et du Moyen-Orient. Et c'est un honneur d'avoir des personnalités de cette grandeur dans notre émission qui font la valeur ajoutée à la distinction aussi par rapport à la qualité du casting de l'émission Arc-en-ciel. Professeur Harakat, à vous la parole. Merci, mon cher ami, et je vous félicite pour le choix de ce sujet-là qui va constituer un point commun de débat et discussion pour plusieurs raisons et plusieurs considérations. D'abord, il y a hier un décret qui interdit à 4 pays africains de l'entrée aux États-Unis et en même temps ce qu'a provoqué comme réaction à l'échelon international dans tous les pays du monde. Il concerne une population de 270 millions, sans compter les pays musulmans. J'ai compté seulement les pays arabes. Seulement, cette décision concerne les 61% des pays arabes qui sont des Africains, parce qu'on est 70%, 61% et plus, 61,5%, 62% de la population arabe et africaine. Et c'est à cet égard que cette diplomatie parallèle joue un rôle très important, surtout lorsqu'il intègre les résidents marocains à l'étranger, qui constituent une force très importante pour le développement de notre région. Et c'est pour cela que je voudrais expliquer à nos auditeurs et à nos amis et à nos résidents à l'étranger et nos frères, ce que j'entends par la diplomatie parallèle et ses rapports avec la diplomatie officielle. D'abord, notre objectif dans le cadre de cette intervention, de cette communication, est de définir d'abord ce que j'entends par diplomatie parallèle et surtout ce qu'on peut dire la gouvernance de la diplomatie parallèle. D'abord, pour parler d'une diplomatie parallèle, et je résume d'une manière méthodique et provisoire que la diplomatie parallèle, tout est diplomatie parallèle. Lorsqu'un Marocain est à l'aéroport, il devient un diplomate. C'est-à-dire que notre passeport, c'est notre diplomatie.
Et tous les Marocains sont des diplomates. Tous les Marocains sont des diplomates officiels et même parallèles. Parce qu'une fois qu'on est, comme j'ai dit, à l'aéroport, on devient des diplomates. D'où l'importance d'encadrer cette diplomatie parallèle. Qu'est-ce que j'entends par diplomatie parallèle? D'abord, la gouvernance de cette diplomatie parallèle nécessite une vision stratégique, participative, et voilà donc le premier élément. Deuxième élément, il faut mettre en place des structures d'organisation, un système d'information et de communication. C'est pour cela que je remercie mon collègue et mon ami Saad Latif pour cette contribution au développement d'une communication, d'une information. Et comme disaient les épistémologues, tout est communication. Et troisième élément de définir la diplomatie parallèle, c'est de la considérer comme une compétence, des ressources humaines, parce que derrière les PME, des RME, les résidents marocains à l'étranger, il y a des ressources, des expertises, des compétences qui méritent, à mon sens, d'être mobilisées, d'être canalisées vers le développement de notre pays et en même temps au niveau de la région, de notre continent africain. Parce que, voilà donc le contexte. Le deuxième contexte, c'est l'entrée du Maroc prochainement à l'Union africaine. Et nous voulons, dans le cadre de cette communication, déterminer ce que peut jouer cette force, ces résidents marocains à l'étranger au niveau de notre projet d'entrée à l'Union européenne. Et je définis le quatrième élément de la gouvernance de la diplomatie parallèle par le reporting, par une certaine responsabilité sociale, par la reddition, la responsabilité, l'évaluation des efforts, de ce qui était fait, de ce qui était déjà exécuté, accompli, soit par des ONG, soit par l'État, soit par les individus marocains qui sont à l'étranger. Certainement, ils ont fait beaucoup de choses. Il s'agit seulement de reproduire l'information en même temps ce qu'ils ont réalisé comme chose, comme pratique, comme diplomatie parallèle. Et c'est pour cela le cinquième élément, c'est l'évaluation des risques, parce que dans la diplomatie parallèle, il existe beaucoup de risques. Et ces risques résident parfois dans le dysfonctionnement afférent à la vision, à l'organisation, à la canalisation de l'information, à la production de l'information et en même temps à l'implication de cette force de résidents marocains à l'étranger dans le processus de prise de décision économique, politique, culturelle, sportive, de communication, d'où l'importance, comme je l'ai dit, de parler de la diplomatie parallèle et de l'exploiter, de l'investir dans tous les projets de développement, soit d'ordre national que régional, arabe, africain et en même temps même au niveau continental. Oui, professeur. Il reste les objectifs de cette diplomatie parallèle. Les objectifs sont multiples. Je vais vous donner un exemple aux auditeurs, Les médecins marocains qui sont installés à Floride, aux États-Unis, ils consacrent le vendredi pour traiter les citoyens américains qui n'ont pas de prise en charge. Et je considère que je salue amplement ce geste, qui est très connu à Floride, parce qu'il accueille des milliers chaque mois de patients américains qui viennent faute de prise en charge, qui viennent chez des Marocains médecins qui consacrent le vendredi, c'est un jour sacré, pour traiter des malades, des patients américains qui n'ont pas, comme j'ai dit, des prises en charge. Ça, c'est une tâche de ce que j'ai appelé la diplomatie parallèle, parce qu'ils savent très bien que leur nom qu'ils portent à l'entrée du cabinet médical, ils portent des noms arabes, des noms musulmans, des noms marocains, et qui sont au service des citoyens américains qui n'ont pas les moyens d'être pris en charge. Donc, les objectifs sont multiples. Il y a d'abord les objectifs économiques. Nul ne nie l'importance de la contribution des Marocains résidant à l'étranger au niveau des projets économiques, même dans une période de crise, d'instabilité dans la région, au niveau à l'échelle internationale. Leur dimension politique, lorsqu'ils interviennent dans des projets, lorsqu'ils communiquent avec des populations étrangères, leur contribution culturelle, artistique, d'ordre humain. Et c'est pour cela que je considère que cette diplomatie, cette expertise seulement, et c'est un autre point que je voudrais
traiter et expliquer, ça réside dans un manque de banques de données. C'est-à-dire la diaspora marocaine, malheureusement, on ne dispose pas de banques de données sur leur profil, leur qualité, leur expertise, leur cartographie à l'échelle mondiale et leur spécialité. Et c'est pour cela que je considère qu'il est nécessaire d'établir une banque de données qui traite tous les Marocains qui sont à l'étranger, en fonction de leur démographie, en fonction de leur statut marital, en fonction de leurs expériences, etc., etc. Et c'est pour cela que je considère que la constitution de cette banque de données est importante. Certes, il y avait des projets tels que le projet FINCOM, qui était évoqué par le ministère de l'Enseignement supérieur, mais malheureusement, il n'a pas eu d'impact. FINCOM, c'était un projet qui peut traiter et en même temps collecter de l'information sur les experts, les Marocains, les chercheurs à travers le monde, mais faute d'une vision claire, d'une banque de données fiable, l'opération à ma connaissance n'a pas été une réussite. Il faut qu'il soit réinventé et en même temps revu pour avoir plus d'informations et pour avoir un message clair. C'est que on a besoin de ces ressources, de ces capacités, de ces expertises. Et surtout, je considère que la diplomatie parallèle, il est fondamental. Pourquoi? Parce qu'il y a une faiblesse du positionnement du Maroc et des ONG à l'échelle mondiale. Il y a moins de Marocains, de citoyens marocains, quel que soit leur statut, soit même dans le cadre de la diplomatie officielle. Il y a moins de compétences, d'expertise marocains aux Nations Unies, à la Banque mondiale, au PNUD, au FMI, à l'Organisation mondiale de la santé, à la Ligue arabe. Et surtout maintenant que le Maroc prépare son entrée à l'Union africaine, et il y a un beau texte maintenant, le Maroc il vient de l'adopter, le Parlement marocain vient de l'adopter, le gouvernement l'a adopté, et il reste d'investir ses forces, ses ressources, ses expertises marocaines pour les impliquer au projet grandiose qui était investi par Sa Majesté en Afrique, d'où l'importance d'avoir, comme je l'ai dit, une banque de données et de voir surtout dans l'Union africaine, il y a énormément d'opportunités pour que cette force soit impliquée dans ce projet. Parce que maintenant, l'Union africaine, il a décidé de souligner l'agenda 2063. Et l'agenda 2063, c'est une vision panafricaine où il y a énormément d'opportunités de traiter une Afrique intégrée, prospère et en paix, et de focaliser l'attention surtout sur la mise en place d'une structure de communication, d'une stratégie de développement au niveau de l'Afrique, et surtout de voir comment impliquer cette diaspora dans le but de réaliser l'humain. Juste parce qu'on parle de diaspora, donc nous sommes en lien, en direct avec notre ami et frère Silbachir El-Himri, n'est que notre référent dans les pays scandinaves, qui est en direct de Danemark, qui souhaite te poser une question dans ce sens. Oui, avec grand plaisir. Allez, Silbachir, ahlan wa sahlan. أهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا بالمستمعين والمستمعات، مرحبا بالضيف العزيز. نفتخر به كمفكر له كتابات عديدة في مجالات عديدة، وبالخصوص مجال الحكامة. أعتقد بأن لحد الساعة كمغاربة يبلغ عددهم حوالي 5 مليون نسبة مغيبون من الحضور في المؤسسات المتعلقة بالحكامة، رغم أنهم لهم دور أساسي في دعم الاقتصاد الوطني بحوالي 7 مليار دولار سنويا. ولحد الساعة الحكومة المغربية لا تريد أن يكونوا ممثلين في المؤسسات التي نص عليها الدستور، وبالخصوص مجلس الحكامة. كمفكر له كتابات عديدة في هذا المجال، كيف تنظر لموقف الحكومة المغربية
من إقصاء مغاربة العالم في هذه المؤسسة حتى يطمئنوا على التحويلات المهمة التي يحولها إلى المغرب. كيف تنظر لموقف الحكومة من هذا التغييب وهذا الإقصاء؟ نعم أستاذ بشير، أشكركم جزيل الشكر على المداخلة وكذلك على الإشادة بشخصي المتواضع، وخاصة هذا السؤال المركزي الذي طرحتموه، وأنا أشكركم على ذلك. فعلا أن 5 مليون نسمة كما جاء على لسانكم ومساهمة ب7 مليار دولار من التحويلات تجعلنا في موقف بطبيعة الحال، تجعل الحكومة في موقف حرج. أنا لست راضي ولست متفق أن لا يشارك مغاربة العالم في الانتخابات أولا، بحيث أنه لماذا لا يشاركون في كل جل الدول؟ لأن الجاليات تشارك، فبحيث أن مشاركة الجالية المغربية أساسي في الانتخابات وتمثيليتهم أساسية، لأنهم مواطنون مغاربة ولهم الحق، خاصة وأن يعني مساهمتهم في العمليات الاستثمارية والتنموية كبير جدا، وهم الذين يمولون خزينة الدولة والمؤسسات المالية. فمن يعني غير موضوعي أن لا تكون لهم يعني مشاركة في العمل الوطني، خاصة في مؤسسات الحكامة كما قلتم. واسمحوا لي أستاذ بشير بأنه فعلا نحن ليس هناك تفريط فقط في مغاربة العالم، فحتى الخبراء الذين يوجدون داخل البلاد ليست لهم دائما، لا يدمجون مع الأسف، لا يسمع لهم، لا يعني جل الخبراء المغاربة يشتغلوا مع منظمات دولية ومع يعني منظمات دولية وبلدانهم لا تنادي عليهم، بحيث هذا من الحيف لا يمسنا فقط كمغاربة داخل البلاد ولكن كذلك حتى خارج البلاد، بحيث أنه ينبغي الاهتمام بكل الطاقات سواء الداخلية أو الخارجية. لماذا؟ لأنه ما خان من استشار كما يقول الحديث الشريف، بحيث أننا عندما ننصت للآخر نستفيد منه، من خبرته، من رؤيته، خاصة وأن هؤلاء الخبراء، هؤلاء الأشخاص الذين يعني هم يوجدون في الخارج أصبحت لهم ثقافة مزدوجة وهو إغناء، وعندما يكتسب شخص لغة ثانية أو ثالثة يصبح إنسان ثاني، فهو يغني النقاش والقرار السياسي وله رؤية من الخارج، يفيد في كل القرارات سواء القرارات الإدارية أو المالية أو السياسية أو التشريعية أو الفنية أو الثقافية أو الإشعاعية، فهو أساسي. وأنا لست راضي أن لا يكون هؤلاء كما قلت في كلامي، أن لا يكون هناك بنك للمعلومات لجمع كل الخبراء وكل الكفاءات الوطنية التي توجد في الشتات وتوجد في الخارج، والإنصات إليها والاهتمام بها، ويعني يكون هناك مجلس يعني عميق جدا وديمقراطي يستمع لكل أشخاص سواء داخل المغرب أو خارج المغرب. لماذا؟ لأن هناك إفادة عميقة في اتخاذ القرار وهذه هي الحكامة. بدون الإنصات إلى مغاربة العالم تصبح كلمة حكامة يعني قشور، لأنه لا يعقل أن تغيب 5 مليون نسمة، حوالي سكان الدار البيضاء الذين نعطيهم أهمية قصوى، نغيبهم ونغيب 7 مليار دولار، يعني أن في حاجة إلى البلاد. كيف نأخذ منهم الأموال ولا نستمع إليهم كأصحاب القرار؟ هم الذين ينبغي أن تعطاهم الكلمة ونستمع إليهم، يعني نبحث عن نزودهم بدبلوماسيات بدبلوماسيين. وأنا اسمح لي أستاذ بشير، لأن الدولة كيقول لويس الرابع عشر الدولة هي أنا، بحيث أنه لا يمكن بتاتا أن نتكلم عن مغاربة العالم بدون أن تكون هناك تمثيليات لسفراء ومستشارين ودبلوماسيين في المستوى، بحيث أنه لا نلوم الدولة فقط بل نلوم حتى الذين يمثلونها. وأنا أحس بالأسف كبير عندما نعين مثلا سفير وهو لا يحسن حتى اللغة التي سيعين بها، وهذا خطر كبير على الثقافة وعلى الإشعاع وعلى الدبلوماسية سواء من الرسمية أو غير الرسمية أو الموازية. لماذا؟ لأنك عندما يكون هناك سفير لا يحسن اللغة التي هو معتمد فيها فهذا عيب كبير. وأعطيك مثال أن كل
السفراء الذين يأتون من روسيا ويمثلون في البلدان العربية كلهم يتكلمون اللغة العربية أكثر من العرب أنفسهم. لماذا؟ لأن هناك رؤية استراتيجية، فالعمل الدبلوماسي يحتاج إلى رؤية. أول حاجة يمكن أن يعني الشخص الذي ربما سيدافع عنا ونحن في المهجر ينبغي أن يكون يتكلم لغة المغربية العربية، وهناك سفراء كثير لا يتكلموا حتى اللغة العربية جيدا، ثم يتكلم اللغة المحلية التي هو معتمد فيها، وآنذاك ستصبح له مشروعية داخل هذا البلد، وسيقوم بما أنا أتكلم عنه، سيقوم بهذه الرؤية وسيتفتح على إن هو قد اختير على الكفاءة وعلى اللغات واكتساب اللغات، والمغاربة أصبحوا يفرطون في اكتساب اللغات الأجنبية. فأول شيء ينبغي أن نفكر فيه عندما نتكلم عن الدبلوماسية وأن يكون هناك برنامج عمل للدبلوماسيين وللمستشارين، يعني أن يمضوا امتحان. هل هو يحسن اللغات؟ ما هي اللغة التي يريد أي البلد الذي يريد أن يطمح أن يعين فيه؟ اللغة. ثانيا المشروع التنموي في الخارج، لأنه إذا لم يكن له مشروع فلا تنتظر منه أنه سيهتم ب5 مليون نسمة فقط سيهتم ب7 مليار درهم ولا يهتم ب5 مليون نسمة. Professeur Harakat, merci Silbachir, barakallahu fik ala tadkhul. Ma dernière question, professeur Harakat, vous avez bien entendu que les déclarations faites par le professeur Abdel Fkak, avec cette annonce, cet appel de rassemblement avec les compétences marocaines, les intellectuels marocains de l'étranger, et aussi l'appel qui a été lancé par l'Akhawat, Madame شبيبان فاطمة وكذلك أسماء بن كيران، اللي باغين تكون هذا الجسر القوي ما بين مغاربة العالم وكذلك ما بين les intellectuels, les hommes de la culture, les hommes du verbe comme on dit dans notre pays. Qu'est-ce que vous en pensez autant que personne qui n'a jamais cessé de défendre cet rapprochement entre les deux rives? Mon cher ami c'est Abdelatif, moi vraiment il y a un retard. Le Maroc il est en retard par rapport à d'autres collègues et amis d'autres pays tels que la Tunisie, l'Égypte, la Jordanie, l'Algérie. Il y a un retard énorme parce qu'on n'a pas, comme je l'ai dit, une banque de données, et le Maroc il a opté pour la rentrée et l'intégration de l'Union africaine. C'est une autre raison qui mérite la conscience et en même temps l'intégration de toutes les expertises et les compétences nationales, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a un texte, et le Maroc, c'est sûr, il va contribuer à l'enrichissement de l'acte constitutif du protocole, de l'acte constitutif de la création de l'Union africaine et des protocoles subséquents. Et comme vous le savez, il y a énormément de structures au niveau de l'Union africaine. Et le Maroc, il est absent. D'abord, il y a la conférence des chefs d'État. Donc, je peux te donner les structures qui existent maintenant. Conférence des chefs d'État, le conseil exécutif, le comité de représentants permanents, les comités techniques spécialisés. Voilà, donc ça, dans le cadre des comités techniques spécialisés tel qu'il était noté dans l'acte constitutif de l'Union africaine, il y a le conseil de la paix et de la sécurité. Et vous savez qu'il y a un observatoire qui est maintenant qui est pris en charge sur le terrorisme, qui était confié à nos amis de l'Algérie. Il y a la commission de l'Union africaine, le Parlement panafricain. Justement, professeur Harakat, c'est comme je vous l'ai promis, je souhaite passer une émission complète sur ce sujet-là, afin que nos auditeurs partout dans le monde puissent comprendre l'enjeu et comprendre un petit peu ces rouages, notamment de cette intégration du Maroc. Ma question, je la répète si vous le permettez, parce qu'il ne me reste pas longtemps pour passer l'antenne à mon ami Samy, qui va parler du sport lyonnais. La question, est-ce que, selon vous, autant qu'intellectuel marocain, vous êtes prêt à collaborer pour la création de cette fameuse institution ou structure pour le rapprochement entre les intellectuels marocains de l'étranger et les Marocains nationaux? Ah oui, bien sûr. Je suis partant pour ce projet et je vous remercie pour cette approche intégrative et inclusive des Marocains, soit des Marocains qui sont des résidents marocains à l'étranger. Personne ne dit non, parce qu'on a besoin de nos frères, nos amis, qui sont à l'étranger et qui ont beaucoup d'idées, qui ont des langues, qui ont des compétences, qui ont des idées. Et pourquoi ne pas les aider, les soutenir? Moi, je suis partant.
il faut créer une structure de coordination et d'avoir, comme je l'ai dit, une banque de données et de rassembler tous les gens qui veulent s'intégrer dans le cadre de cette institution, comme vous l'avez appelé, parce que maintenant, c'est une structure géostratégique importante. Il est importante pour plusieurs considérations. D'abord, il y a ce projet d'intégration du Maroc à l'Union africaine. Il y a des impératifs nationaux, parce que le Maroc a besoin de ses fils et de ses filles qui travaillent à l'étranger. Et en même temps, il y a maintenant ce qu'on appelle le populisme qui existe à l'échelle mondiale. Et ces citoyens, ils ont besoin d'intégrer un jour leur pays. Et pourquoi pas, donc ils méritent ce soutien officiel et parallèle. Merci. Et on est à leur disposition pour apporter tout le soutien méthodique, scientifique, culturel pour la mise en œuvre de cette structure nationale qui est au service du développement de notre pays. Rendez-vous donné à l'ensemble de nos intellectuels d'ici et d'ailleurs dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel, l'émission qui est dédiée à la promotion de la relation France-Maroc, mais bien entendu les émireux compétents, les émireux patriotes qui défend les intérêts du pays et aussi les constantes. Nous souhaitons vous transmettre cette très très belle chanson, c'est Harakat, qui certainement ça va vous faire plaisir parce que il me reste 2 minutes et dans ces 2 minutes, il y a tout un symbole et un signe dédié à ces Marocains résidant à l'étranger, à leurs frères et sœurs qui sont au Maroc. C'est Harakat, on vous donne rendez-vous très bientôt, Inch'Allah, pour parler de ces rouages, de cet rapprochement du Maroc avec l'Afrique. Parce qu'il y a moins, c'est Abdelati, parce qu'il y a moins de communication, malheureusement. Le Parlement, il a adopté un texte et il ne sait même pas les éléments constitutifs de ce texte. Ce qu'il était réalisé, l'Union africaine, il a réalisé beaucoup de choses. Eh ben, écoutez, si vous êtes disponible, je fixe le rendez-vous dès maintenant en live pour la semaine prochaine. Si vous êtes disponible, oui. Je vous appelle du Maroc ou je vous appelle là où vous vous trouvez pour parler de ce dossier qui est très important et surtout après la réunion de demain à Addis Abeba. Et surtout, c'est Abdelatif, surtout, j'ajoute, oui. C'est que les Marocains, ils vont contribuer beaucoup. Soit l'officiel, la diplomatie officielle, soit la diplomatie parallèle, ils vont contribuer beaucoup au développement de notre continent et surtout au niveau du développement économique, au niveau de l'évaluation des politiques et surtout au niveau de la gouvernance et de la mise en place des mécanismes de fonctionnement et de l'efficacité. Merci le professeur. De l'Union africaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur le sujet. Je vous laisse avec quelques secondes sur la chanson Hnaoulidat El Maghrib. Je vous remercie beaucoup, cher ami, pour l'invitation. Barakallahu fik, Sidi. Barakallahu fik. Et je vous félicite pour cette émission. Barakallahu fik. سيداتي ونسادتي إلى اللقاء الأسبوع المقبل إن شاء الله. مع تحية عبد اللطيف الصدقي.